Buenas tardes a todas y a todos. Antes de empezar el acto de esta tarde, por iniciativa también de una de las personas que está presente en el telepúblico, nos gustaría invitaros a hacer un minuto de silencio por los atentados que ocurrieron ayer en Túnez. ¿Vale? Gracias. Bueno, creo que minutos como estos son realmente importantes, ¿no? Para que tengamos todos siempre en consideración las personas que sufren ese tipo de actos y que más que nunca en una época como en la que estamos viviendo en la zona mediterránea, este tipo de acciones, pues ojalá en un futuro muy cercano no necesitemos más hacer este tipo de minutos de silencio por esas razones, por esos motivos, ¿no? Empezaremos la actividad de hoy. Una vez más agradecer desde la coordinación académica del máster Erasmus Mundus en mediación intermediterránea hacia la inversión e integración, máster MIM. Agradecer al IEMED por esta programación, por esta actividad de la que somos colaboradores. Y os presentaré al invitado de esta tarde, que hará su intervención en francés, por si tenéis a disposición la traducción simultánea. Es el profesor Víctor Luis Gutiérrez Castillo, es profesor titular de la Universidad de Jaén y también actualmente es vicerrector de la Universidad Internacional de Andalucía. Asimismo, es miembro del Consejo Científico del Instituto Económico del Derecho del Mar de Mónaco y director del Observatorio de la Globalización de la Universidad de Jaén. Es un experto especialmente en el área de Derecho Internacional y de Relaciones Internacionales. Y para esta sección, que antes de nada agradecerle por aceptar la invitación, y nos hablará sobre la protección de los derechos humanos, especialmente en relación a los países árabes mediterráneos. Por lo tanto, haremos como la dinámica viene siendo hecha hasta ahora, que hará su primera intervención, y naturalmente después abriremos un turno para preguntas, comentarios y que haya un debate a partir de la intervención de Víctor en esa primera presentación. Por lo tanto, gracias a todos por haber venido, a todos los presentes aquí, a todos los estudiantes y público en general que está aquí, y gracias al profesor Vic Gutiérrez por aceptar la invitación. Cuando quieras. Merci. Bonsoir. Madame, Messieurs, merci beaucoup pour la présentation. Merci à Monsieur Carniel, à mon ami Ricardo Ranier pour la présentation et pour la possibilité que m'offrait de participer à l'institut, à l'initiative de l'Institut européen de la Méditerranée. Merci beaucoup. Je voudrais parler maintenant sur la protection des droits de l'homme par les pays arabes méditerranéens, mais aussi dans les pays arabes méditerranéens. Pas seulement par les pays, c'est-à-dire il faut faire la distinction entre l'initiative active de protection et aussi la situation dans les territoires. Au début, pour étudier, pour analyser la protection de la situation des droits de l'homme dans la partie sud de la Méditerranée, à mon avis, il faut faire une analyse, une étude des variables, des éléments qui, à mon avis, sont fondamentaux pour comprendre la protection asymétrique qui existe aujourd'hui dans la région.
il faut comprendre que pour la défense et l'application des droits et des libertés, c'est déterminant le rôle de la religion, le rôle de la religion et de l'islam dans la Constitution, l'évolution politique de chaque pays, la culture de chaque pays, ce n'est pas le même, le monde arabe du sud, du nord, c'est différent, l'héritage historique et évidemment les engagements internationaux souscrits par les pays arabes de la Méditerranée. La première question que je voudrais remarquer, que pour moi c'est fondamental pour comprendre cette réalité, est-ce qu'il faut distinguer, il faut faire la division entre le monde arabe et le monde musulman. Ce sont des choses différentes. Je vous conseille de lire un livre qui a été publié il y a des années par George Kron, les anciens ministres des Finances du Liban, sur le titre Pensée et politique dans le monde arabe, où il fait la réflexion sur la distinction entre le monde arabe et le monde musulman. Dans l'image, vous avez une vision de les États qui actuellement sont considérés États arabes. Ce sont les États qui appartiennent à une organisation internationale arabe, que c'est la Ligue arabe. Alors vous voyez qu'il y a des États arabes, mais après il y a des États musulmans qui ne sont pas arabes. Après je parlerai un peu sur cette situation. Il est absolument nécessaire de faire cette distinction, à mon avis. Il faut rappeler que le monde arabe est une pensée et une culture qui se situe à la fois avec et en dehors de l'islam. En dehors de l'islam parce que la culture arabe existe préalablement à l'islam, en dépendance de toute contingence religieuse. Il y a des faits une pensée arabe très diverse de type profane, ouverte sur tous les problèmes de la modernité et qui est un socle majeur de la conscience collective arabe. Cependant, la pensée arabe existe aussi avec l'islam, événement historique et culturel considérable, puisque après l'apparition de la prophétie coranique, certes de très nombreuses écoles théologiques ont fleuri, mais aussi la philosophie qui a repris et développé les patrimoines grecs et a fertilisé les pensées chrétiennes en Europe et à travers l'Andalousie. C'est-à-dire que le monde arabe, c'est une chose et le monde musulman, c'est une autre chose. Et aujourd'hui encore, dans les cercles intellectuels, il y a des grandes controverses et débats, souvent sur questions politiques et religieuses. Il y a aussi de très nombreux débats sur les bienfaits et les méfaits de la laïcité et les différentes formes de séparation du temporal et de la partie spirituelle. Le problème est que l'islam politique a été instrumentalisé et radicalisé à la fin des années 1970, lors des derniers épisodes de la guerre froide, lorsque les États-Unis ont théorisé la nécessaire réislamisation des sociétés arabes pour faire face à l'extension du communisme dans la jeunesse de ces sociétés et des autres sociétés musulmanes en Asie. C'est vrai que la situation, comme dit George Kron, l'ancien ministre des Finances de Liban, qui a fait la publication de ce livre, c'est vrai qu'actuellement, il faut séparer le monde arabe et le monde musulman pour analyser la culture et pour savoir que ce sont des choses très différentes. Mais nous ne pouvons pas oublier une réalité. La réalité, c'est que l'islam est la religion de la très grande majorité des habitants du Maghreb et du monde arabe. Dans l'image, vous pouvez voir, l'image sont la situation actuelle des populations musulmanes. Comme vous pouvez voir, il y a des musulmans, pas seulement en Afrique, dans la partie arabe, mais aussi en Asie. Par exemple, l'Indonésie, c'est le pays avec le numéro plus important des musulmans d'un point de vue quantitatif. Aussi, il y a un petit pays en Amérique qui est considéré aussi musulman, qui appartient à l'Organisation de coopération islamique, c'est la Guyane. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a une réalité incontestable. La réalité est que la majorité des populations du monde arabe sont musulmanes, vraiment sont musulmanes. Mais pas tous. Par exemple, au Soudan, vous savez que le 20% de la population du Soudan, c'est chrétienne. Aussi en Égypte,
Au Liban, les 40% de la population en Égypte, au Liban, et aussi sont chrétiens, maronites. Vraiment, c'est une diversité, mais la majorité, c'est musulman. Et c'est important de remarquer ces situations. Pourquoi? Parce que pour analyser la situation de la défense et la protection des droits de l'homme, il faut analyser les droits. C'est une question de droit. C'est une question juridique. Mais ce n'est pas une question seulement juridique, c'est une question aussi culturelle. Et il faut analyser et comprendre la situation juridique de chaque pays pour comprendre pourquoi il y a cette diversité et cette situation hétérogène à propos de l'application des droits de l'homme. Comme vous savez, c'est vrai que dans l'islam, dans la religion, dans l'islam, ce n'est pas seulement une religion, c'est une autre chose, c'est plus complexe. Dans l'islam, le Coran et les hadiths, on peut considérer comme les sources de l'islam, les plus importants. Dans le Coran, nous trouvons versets sans équivoque et versets à équivoque, c'est-à-dire que permet l'interprétation et ne permet pas l'interprétation. Et après, il y a des sources de l'islam aussi originaires, fondamentales, qui sont la sunna et les hadiths. C'est on peut dire, les dénominateurs communs de toute la religion et de toute la culture musulmane. Mais attention, il faut savoir qu'il y a des autres sources secondaires de l'islam. Les irtihad, les qiyas, l'ijma, sont des instruments qu'on peut être utilisés pour l'interprétation et pour l'application de la norme. C'est important de savoir que cet instrument, cet élément, on peut changer. On peut être plus ou moins protagoniste de l'application de la loi, et c'est déterminant pour comprendre la réalité actuellement. Pourquoi? Voilà. Ici, dans l'image, il faut souligner que je suis en train de parler du monde arabe de la Méditerranée, mais pour parler du monde arabe de la Méditerranée, il faut comprendre la situation de chaque État et aussi de l'application de la norme dans chaque État et aussi l'islam que nous trouverons dans la Méditerranée. Parce que l'islam qui se trouve dans la Méditerranée, ce n'est pas le même que nous trouvons en Arabie Saoudite ou en Indonésie. Ce sont des choses différentes. Comme vous savez, dans le monde musulman, il y a une grande division entre le sunnisme et le chiisme. Une division surtout pour raisons politiques. Ce n'est pas la même chose que dans l'Église catholique, qu'il y a une division spirituelle sur la conception de la Vierge, sur la de Dieu, etc. C'est une question surtout des pouvoirs, de l'histoire des pouvoirs. Après la mort du prophète Mohammed, qui doit être le leader de la communauté. À partir d'une guerre, une situation historique, nous trouvons une division entre le sunnisme et le chiisme. Bien, l'islam appliqué dans la Méditerranée, de façon officielle, et aussi l'islam qui est observé par la population de façon majoritaire, c'est l'islam sunnite, comme vous savez. Voilà. Dans l'image, vous pouvez voir, comme dans cette image, nous pouvons voir des types d'islam. Les verts foncés, c'est les chiites qui se trouvent surtout dans la partie d'Iran, qui est officialisée en Iran. Et aussi, il y a des petites communautés en Irak et aussi dans le Yémen. Nous pouvons trouver des communautés de chiites. Mais la majorité des États sont sunnites. D'accord? Comme vous pouvez voir dans l'image, tous les États des versants méditerranéens sont sunnites. Mais attention, si les sources de l'islam sont les mêmes, le Coran et les hadiths, leur interprétation a donné au fil des siècles naissance à plusieurs écoles de jurisprudence, d'interprétation. C'est-à-dire que c'est le Coran et les hadiths, c'est les sources, mais après, il y a des écoles d'interprétation. Et dans cette image, vous pouvez voir les influences des écoles d'interprétation. Les influences, voilà, il y a les grandes quatre écoles d'interprétation sont les Hanafites, les Malikites, les Shafites et les Hanbalites. Les Malikites, nous pouvons parler du Maroc, de Tunisie, de l'Algérie. Les Malikites, ils se retrouvent principalement en Afrique du Nord et en Afrique de l'Ouest.
elles donnent une place importante aux coutumes de la société s'ils ne contredisent pas la loi divine ainsi qu'à l'établissement des normes juridiques à partir de l'intérêt général. Cette école est répandue en Andalousie, au Maghreb, en Afrique subsaharienne, aux Émirats, à Koweït, à Bénin et à Soudan. Nous pouvons trouver, c'est une question importante, ce n'est pas une question homogène. Je parle de la majorité. Nous pouvons, en Égypte, par exemple, il y a beaucoup de écoles. L'école hanafite, les hanafites sont pour la plupart les musulmans de Turquie, l'Inde, du Pakistan. Cette école est apparue en Irak. Ses fondements comprennent, en plus des Corans et de la Sunna, les ijtihad et la coutume. Cette école est caractérisée surtout par l'utilisation de la raison et de l'opinion. Elle est considérée comme l'école la plus libérale car le contexte de son apparition est lié à une société très complexe avec beaucoup de nouveaux besoins. Elle a répandu de nos jours en Afghanistan, en Inde, en Turquie, en Syrie, en Russie et en Chine. La troisième, c'est la chafite. Pour les chafites, la sunna est valorisée comme la source des droits et une grande importance est donnée au consensus de toute la communauté, l'Irma. Cette école est répandue en Égypte, au Yémen et dans certains pays de l'Asie comme l'Indonésie, la Malaisie et la Thaïlande. C'est vrai qu'en Égypte, nous trouvons aussi des autres, comme par exemple, vous pouvez voir ici l'école hanafite. Et la première question que nous pouvons voir est que les États arabes de la Méditerranée sont arabes avec une culture déterminée. La majorité des populations, c'est musulmans. Les musulmans et l'islam appliqué, c'est sunni. Mais après, tous les États de la Méditerranée ne suivent pas les mêmes écoles d'interprétation. Nous pouvons voir par exemple ici, dans l'image, comme la partie nord du Maroc, surtout la partie de Tunisie, de l'Algérie, du Maroc, c'est maliki. Mais par exemple, nous trouvons l'Égypte, où il y a influence hanafi et aussi shafi. Nous trouvons aussi la partie du Liban, de la Syrie, où s'appliquent des autres écoles. C'est important. C'est fondamental à mon avis. Pourquoi ? Parce que l'interprétation de la norme sera fondamentale pour comprendre la situation actuelle de la Méditerranée, du monde arabe. Pourquoi, par exemple, l'interprétation de la norme des autres éléments, politiques, culturels, d'évolution, etc. Pourquoi, par exemple, en Tunisie est interdit la polygamie et ce n'est pas interdit en Algérie? Ce sont des États musulmans, ce sont des États unis, ce sont méditerranéens. Pourquoi, par exemple, au Maroc, la sodomie, la punition, c'est une punition limitée, on peut dire, ce n'est pas très dur. Et par contre, en Égypte, ou par contre dans des autres pays, aussi sunnis, la punition contre les actes sexuels en dehors des mariages ou des actes sexuels et sodomites sont très sévères. Pourquoi ? Parce que l'interprétation de la norme est importante. Et aussi le rôle de la norme dans l'ordre juridique, dans la Constitution. C'est une autre question. Une question, c'est la religion, l'interprétation de la religion et le rôle de la religion dans le système juridique. À partir de ce moment, nous pouvons comprendre la symétrique des protections des droits. Il faut remarquer qu'il y a, si je voulais, il y a une autre école, la quatrième école, la Hanbalite. La Hanbalite, c'est une école très rigoureuse et qui applique en rigueur méthodologique et une grande restriction dans l'interprétation. C'est très sévère, trop orthodoxe et s'applique seulement dans les royaumes d'Arabie Saoudite. Aussi, il faut dire que le hanbalisme a été réformé, a été réthéorisé et a produit une nouvelle vague, une nouvelle philosophie, une nouvelle conception de la religion très très radicale, très sévère, qui s'appelle, connu comme le salafisme wahhabite. Le salafisme wahhabite a inspiré des mouvements radicaux, comme par exemple Bin Laden a été inspiré dans le salafisme wahhabite. Mais le salafisme wahhabite, ce n'est pas
des traditions de la nord de l'Afrique. Ce n'est pas des traditions du Maroc, ce n'est pas une tradition de l'Algérie. Vraiment, c'est une chose qui vient du Sud, qui a été surtout, on peut dire, encouragée, protégée pour pour l'officialisation des gouvernements de l'Arabie saoudite et avec les pétroles. C'est-à-dire que cette conception très sévère, très orthodoxe de la religion, de la conception de la vie, a trouvé dans l'État de l'Arabie saoudite un appui et a trouvé financiation. La majorité des Corans que nous pouvons acheter en Afrique et aussi en Europe ont été financés par maisons éditrices de l'Arabie saoudite. C'est-à-dire que c'est important de déterminer que c'est un monde divers, c'est un monde différent. Et vraiment, nous ne pouvons pas arriver à une formule simple et concevoir l'islam comme une réalité homogène et sans évolution. L'islam n'est pas homogène et complexe. L'islam est en évolution et l'islam, on peut trouver beaucoup de manifestations. Nous ne pouvons pas avoir une vision simpliste et européiste des conceptions simples de notre réalité. Et il faut analyser de façon concrète et avec rigueur la situation actuelle dans le monde arabe. Bien. À propos de... Il y a une autre question importante. Si je disais que je dis que l'islam c'est important, comprendre l'islam dans le sud de la Méditerranée, comprendre aussi les manifestations de la jurisprudence, de l'école d'interprétation, des sources secondaires d'interprétation de l'islam et l'application dans les États de la Méditerranée. Mais est aussi très important savoir le rôle de l'islam, la place de l'islam dans l'institution et la législation. De façon générale, nous pouvons parler que dans le monde arabe, dans les constitutions du monde arabe, nous trouvons des grandes divisions. Les constitutions où l'islam parle de l'islam comme la religion de l'État, c'est tout. Comme par exemple, on peut faire l'Italie. L'Italie parle de la religion chrétienne comme la religion de l'État. Ce n'est un État confessionnel, mais admet la diversité. Et en Amérique latine, la majorité des États de l'Amérique latine considèrent que la religion, il y a une religion officielle, mais après il y a diversité. C'est-à-dire, la conception de la religion comme une religion d'État, pour moi, ce n'est pas préoccupant. Si après, il y a une garantie de diversité et de liberté. Parce qu'en Amérique latine, nous trouvons beaucoup de cette situation d'un point de vue de l'Église catholique. Mais la préoccupation est quand, par exemple, dans la religion, dans la Constitution, la charia c'est la combinaison de la sunna et le Coran. Quand la charia est considérée comme source de droit, voilà, nous commençons une situation très délicate. Parce qu'en Europe, nous avons la division des pouvoirs, et aussi les sources de droit sont très bien déterminées en dehors de la religion. Mais si nous considérons que la religion, soit quelle soit la religion, est une source de droit, inévitablement, les droits seront inspirés à influencer pour la religion. C'est évident. Et pour ces raisons, c'est fondamental de savoir quand la charia se trouve dans la Constitution et le rôle ou la place de la charia dans la Constitution. Parce que aussi la charia peut être considérée comme la source principale ou une source résiduelle. Les effets seront très différents aussi. Nombre de dispositions des droits musulmans sont appliquées dans les pays du Maghreb, soit qu'elles relèvent d'une vision large des droits religieux, soit qu'elles sont transposées dans les droits civils. J'expliquerai maintenant cette situation. En revanche, dans certains domaines, des législations civiles plus modernes et inspirées d'un principe défendu par les droits humains ont été mises en œuvre.
qu'il s'agisse des statuts de la femme en Tunisie ou des évolutions récentes du droit des familles au Maroc. J'explique. C'est vrai que nous parlons de la religion, la présence de la religion dans la société. Nous trouvons que dans toutes les constitutions du monde arabe de la Méditerranée, sauf Liban, il y a une référence claire, explicite de l'islam. Aussi dans la nouvelle constitution de l'Égypte, aussi dans la nouvelle constitution de la Tunisie, il y a une référence à l'islam, à la religion. Mais après, il y a des constitutions, comme par exemple la tunisienne, ou la constitution du Maroc, ou la constitution d'Algérie, où la charie, ce n'est pas une source de droit. La charie est une partie de la loi musulmane, mais ce n'est pas les sources de droit, c'est-à-dire qu'elle n'inspire pas le droit pénal, ne fait pas une inspiration, une influence dans les droits administratifs, seulement fait des inspirations dans les droits privés, dans les droits des familles. Pourquoi? Parce que toutes les religions sont obsessionnées, sont très préoccupées pour contrôler, on peut dire, la famille, où se trouve l'éducation, la relation sexuelle. Et voilà, toute la partie de la loi concernant à la famille est d'influence religieuse. Mais c'est vrai, de façon résiduelle. Par exemple, au Maroc, en 2004, a été faite, je ne sais pas si vous avez écouté la Moudawana. La Moudawana, c'est un code civil des statuts de personnes où le roi a fait une grande réforme du code civil, une réforme moderne, et a trouvé un équilibre entre les réformes et aussi la tradition. Par exemple, dans la Moudawana, actuellement, est accepté le mariage, la polygamie, mais d'une façon très, très, très limitée. C'est-à-dire que pour pratiquer la polygamie en Maroc, c'est très difficile parce qu'il faut une autorisation des juges, il faut l'autorisation de la première femme. Vraiment, il y a des limitations juridiques, économiques pour autoriser la polygamie au Maroc. Par contre, par exemple, en Algérie, ce n'est pas la même chose. Mais c'est vrai que dans les pays où la constitution sont plus ouvertes et nous ne trouvons pas de référence à la charie comme source de droit, la religion seulement affecte ou s'applique de façon résiduelle à certains aspects de la vie privée et des statuts de la personne. Cette situation, c'est très différente qu'en Égypte, par exemple. En Égypte, la charia si est considérée source de droit. Et est considérée source de droit principale. Parce que la charia peut être considérée source de droit résiduel, fondamental ou principal. Fondamental, c'est le cas par exemple de l'Arabie Saoudite. Je ne parlais pas de l'Arabie Saoudite parce que ce n'est pas le Méditerranée, mais l'Arabie Saoudite, l'islam, l'État est soumis à l'islam. L'islam détermine tout. C'est la constitution, rien en dehors de l'islam. C'est la conception de l'Arabie Saoudite. C'est source de droit fondamental. Mais si nous disons que la charia ou l'islam, c'est une source principale, signifie qu'il commence à affecter, à faire d'influence à des autres aspects de la vie, pas seulement de la famille ou du code civil, aussi les droits pénals, les droits administratifs, des relations des autres types. Aussi, dans la dernière constitution, la nouvelle constitution de l'Égypte, l'Égypte c'est très, très, très intéressant parce qu'il y a un article dans la constitution de l'Égypte, l'article 2, qui reconnaît l'islam et aussi la charia comme un rôle important dans le système juridique, mais ne détermine pas l'école d'interprétation, ne détermine pas le niveau d'influence. C'était la Cour constitutionnelle de l'Égypte qui a contrôlé cette interprétation. C'est très intéressant comment l'islam est introduit dans la Constitution, mais après c'est la Cour constitutionnelle qui fait le contrôle du niveau d'application. Mais attention, dans la dernière réforme de la Constitution d'Égypte, la nouvelle Constitution, qui a été soumise à référendum en décembre 2012 par le président Mohamed Morsi, a laissé cet article, l'article 2, l'article de la charia, etc., mais a introduit un article nouveau, l'article 219,
pour contrecarrer l'interprétation moderniste de l'article 2 pour les hautes cours constitutionnelles. C'est-à-dire, attention, chaque fois, nous trouvons dans les nouvelles réformes, dans les nouvelles constitutions, nous trouvons plus référence à l'islam comme source de droit et moins limite à l'application dans la vie quotidienne. Et un exemple, c'est la constitution de la Tunisie et la constitution aussi de l'Égypte. Et voilà, c'est important, pour ces raisons, c'est très important, comprendre que le rôle de l'islam et de la charia dans la Constitution, c'est déterminant aussi pour comprendre pourquoi, par exemple, le droit pénal en Égypte, c'est différent que le droit pénal en Maroc, ou pourquoi en Maroc, la limitation de la polygamie, c'est d'une façon très différente à l'Égypte et à l'Algérie. Après, il y a des éléments politiques. Aussi en Tunisie, par exemple, en Tunisie interdit la polygamie. Mais vous pouvez voir, par exemple, et aussi en Tunisie, le divorce, la séparation, le divorce est admissible et a été accepté avant qu'en Espagne. En 1956, en Égypte, a été acceptable et admissible le divorce. En Espagne, a été en 1980, 4 années après, je pense, de la Constitution espagnole. Voilà, nous trouvons que la réalité, c'est très diverse. Un autre élément que c'est déterminant, concrètement, sont les montées de l'islam et les régimes autoritaires. C'est important de déterminer une partie, la religion, l'interprétation selon l'école d'interprétation, le rôle de la religion dans la Constitution et aussi le rôle politique ou la situation politique. C'est vrai que nous avons vu dans les dernières années la montée de l'islam dans la société, aussi dans les pays de la Méditerranée. Comme vous pouvez voir ici, c'est très intéressant cette image. Cette image, c'est Nasser, et à côté de Nasser, vous pouvez voir el Che Guevara. Ça signifie beaucoup. Pourquoi? Les mouvements nationalistes d'indépendance, qui a promouvoir l'indépendance dans le nord d'Afrique, aussi le monde arabe, au début étaient nationalistes et laïcs, la majorité. L'influence communiste ou socialiste, pas de religion. L'islam politique avait été marginalisé aux indépendances par les modèles national progressistes incarnés par le basisme et le nassarisme. Mais paradoxalement, sa montée a été favorisée par les régimes autoritaires qui ont fait de la mosquée le seul espace d'expression politique. Quand a commencé la révolution nationaliste, ça fait l'indépendance, et les gouvernements des pays ont interdit l'opposition, ont interdit les droits de réunion avec l'appui de l'Europe, de l'Occident, qui est très intéressé à continuer avec la situation. Mais vraiment a été une situation d'interdire l'opposition politique, la liberté de pensée, de philosophie. Mais seulement était permis la mosquée et le Coran. Le seul espace de réunion et d'expression était la mosquée. Les livres permis pour éduquer, pour réfléchir, était le Coran. Évidemment, l'opposition politique naît autour de la mosquée, autour du Coran. Elle peut s'expliquer également, la montée se peut expliquer également par la tendance qu'ont eu certains États d'instrumentaliser l'islam à leur profit pour mieux lutter contre les radicaux. Je m'explique. Comme vous voyez, par exemple, si vous pouvez mettre sur Google Gaddafi, par exemple, vous voyez des images de Gaddafi dans l'année 1970. Gaddafi était un militaire laïque, nationaliste et socialiste. Mais les dernières images de Gaddafi était un leader d'un tribu, mais aussi religieux, utilisait la religion comme instrument de pouvoir. Pourquoi? Parce que la majorité des gouvernements qui ont éliminé la démocratie réelle, qui ont interdit la position politique, ont utilisé aussi l'islam comme un élément de légitimation. Comme les personnes n'étaient pas légitimées pour les urnes, pour la démocratie, on trouvait dans l'islam un instrument pour trouver la légitimation en face de la population, chaque fois plus religieuse.
comment me peux présenter à un peuple religieux? Comment je me présenter à un peuple qui demande une légitimation du pouvoir, de mon pouvoir? La religion, voilà l'islam. Cette situation a provoqué, ici, vous pouvez voir l'image de toutes les situations qu'il y avait avant les mouvements de révolution de 2011. Vous voyez par exemple aussi Moubarak avait le pouvoir depuis 30 années. Kadhafi depuis 42 années. Ben Ali depuis 23 années. Et avec l'appui financier, politique d'Occident. Vraiment, cette situation a provoqué la montée de l'islam et aussi la radicalisation des mouvements d'opposition qui ont considéré que le président ou le premier ministre ou le gouvernement étaient corrupts et aussi faisaient corruption de la religion. De cette façon, les salafismes wahhabites orthodoxes sévères ont commencé à trouver des acceptations dans une population chaque fois plus critique avec la situation économique, politique et sociale du pays. Ici. Voilà. Je parlais de la religion dans les pays, l'école d'interprétation, les rôles de la religion, les rôles de la charia dans la Constitution. Je parlais aussi de l'instrumentalisation de la religion et de l'islam dans des pays. Mais après, il y a un autre élément très intéressant pour comprendre l'application asymétrique de la protection des droits de l'homme. Et aussi la question de l'héritage culturel, l'héritage colonial aussi. Ce n'est pas la même chose actuellement, les codes pénals, par exemple, des pays d'influence française que les pays d'influence anglaise. C'est une question qui est étudiée. Quand la France a entré dans l'Afrique, a appliqué aussi la loi française, qui était plus, on peut dire, ouverte pour certains comportements, on peut dire. Par exemple, tous les comportements sexuels, en dehors des mariages ou la sodomie, par exemple, dans le code pénal de Napoléon III, étaient admissibles, ce n'est pas puni. Par contre, dans la même époque, dans l'Angleterre de la régime Victoire, je pense que c'est Victoire, était considérée la punition avec la peine de mort aussi. C'est-à-dire que l'influence de la tradition juridique des anciennes métropoles, des États qui ont fait l'influence juridique, actuellement a fait d'influence dans les constitutions et les systèmes administratifs et pénals de ce pays. Je dis comme ça parce que c'est très bizarre qu'une communauté comme la communauté arabe, d'une région déterminée de la Méditerranée, avec une culture très semblable, avec une religion, l'islam, après, dans l'application des droits, dans la façon de faire le respect et aussi la protection des libertés, nous trouvons une asymétrie très bizarre. L'asymétrie est agressante. Nous devons analyser les éléments, les variables qui produisent cette situation asymétrique. Les variables aussi de la colonie. Héritage juridique. Et voilà, j'ai parlé aussi d'une autre variable qui c'est très intéressant, qui c'est les variables des engagements internationaux en matière de droits de l'homme. Les engagements internationaux souscrits par les États arabes et aussi les États de la région méditerranéenne. Ici, nous trouverons des symboles. Ces symboles sont les symboles, les logs des organisations internationales qui s'appliquent ou qui appartiennent des États de la Méditerranée. C'est l'État, par exemple, la première. C'est l'Organisation de coopération islamique. C'est une organisation, c'est la seule organisation du monde avec une idée très claire, la défense de l'islam. Tous les États qui appartiennent à l'Organisation de coopération islamique sont États musulmans, évidemment. Et aussi les États qui ne sont pas musulmans, ce n'est pas possible d'entrer. C'est par exemple, je dis Algérie,
ne peut pas être membre de l'Union européenne parce qu'elle n'est pas de l'Europe. C'est-à-dire il y a un élément fondamental pour appartenir à cette organisation, c'est la considération de l'islam comme religion officielle et acceptation de la défense des intérêts de l'islam dans la société internationale. Tous les États de la région appartiennent à cette organisation. La deuxième, c'est l'Union africaine. Tous les États de l'Afrique appartiennent à cette aussi organisation, sauf le Maroc, par une question politique, avec l'Algérie, aussi toute la question de la Mauritanie, aussi du Sahara. Le Maroc a décidé de laisser cette organisation. Mais c'est le seul État de toute l'Afrique qui n'appartient pas. Les autres États arabes de la région appartiennent à cette organisation. Une autre, la troisième, c'est le symbole de la Ligue arabe, de la Union du Maghreb. La troisième, la Union du Maghreb, qui est une union politique, une union internationale des États qui appartiennent à la nord de la région, du Maghreb. Et finalement, les États arabes, c'est ici, c'est la Ligue arabe. Pourquoi je parle de cette organisation internationale? Je parle parce qu'il y a des organisations internationales très importantes qui ont fait des déclarations des droits de l'homme et qui ont fait des révisions de la conception universelle des droits et des libertés. Je parle de l'Organisation de coopération islamique et aussi je parle de la Ligue arabe. Voilà, nous pouvons voir ici, par exemple, cette image très sympa. Nous pouvons voir, par exemple, les États qui appartiennent à différentes organisations. Chaque organisation implique des obligations, implique aussi suivre une conception de la réalité. Et dans le monde arabe et aussi de la Méditerranée, la situation est très complexe. Voilà. Vous voyez que le monde arabe de la Méditerranée appartient à l'Organisation de la coopération islamique, appartient à la Ligue arabe, appartient à l'Union du Maghreb et appartient à des autres organisations qu'il y a dans la région. Mais c'est très intéressant de savoir que chaque organisation a produit des déclarations d'interprétation des droits. Et les États qui, de façon libre, appartiennent à cette organisation, prendre les compromis de faire l'application des droits, à interpréter les droits, conforme à la déclaration et conforme aussi à les traités qui ont été créés dans l'organisation. Il y a deux organisations, pour moi, qui sont fondamentales pour comprendre cette situation. C'est l'Organisation de la coopération islamique et la Ligue des États arabes. La Ligue des États arabes a fait une charte, la Charte arabe des droits de l'homme de 2004, où reconnaît tous les droits que nous connaissons, typiques des droits politiques, civils, etc. Mais quelquefois a introduit des autres droits, comme par exemple le droit de l'autodétermination ou les droits collectifs, qui dans la conception classique des droits nous ne trouvons pas dans les traités internationaux. Après, il y a des autres organisations, l'Organisation de coopération islamique, il y a deux déclarations, la déclaration de Decca et la déclaration de Caire. La déclaration ne sont pas obligatoires. Les déclarations sont seulement déclarations qui montrent la possibilité, c'est comme une guide pour suivre l'application des droits. La déclaration, ce n'est pas un traité, ce n'est pas une charte. La charte fait des obligations. La déclaration est une inspiration. C'est la différence. Mais c'est important de savoir que il y a quelques réflexions dans cette déclaration très préoccupantes. L'article 2, par exemple, la déclaration de Caire, de l'Organisation de coopération islamique, dans l'article 2, dit « Il est interdit d'enlever la vie sans raison légale ». Au début, on peut dire « Ah, c'est bien, interdit d'enlever la vie, mais sans raison légale », c'est-à-dire est ouverte la porte à la peine de mort. C'est-à-dire s'il y a une raison légale qui admet la possibilité de supprimer la vie d'une personne, c'est admissible, selon cette déclaration. L'article 2c dispose que la continuité de l'existence humaine jusqu'à ce que Dieu décide autrement est un devoir légal. C'est-à-dire, est interdit, on peut dire que la liberté des personnes est soumise d'un point de vue de la vie à Dieu et c'est une interprétation d'interdiction claire des suicides. Et aussi, c'est le plus important, la plus polémique, c'est l'article 6, qui énonce la femme est l'égale de l'homme dans la dignité humaine. C'est vrai.
Mais d'un point de vue du droit, nous savons très bien qu'une chose c'est la dignité, une autre chose c'est le droit. C'est-à-dire que je peux être digne comme une femme, mais la égalité signifie la égalité des droits et libertés entre des personnes. Parce que si je dis seulement que vous êtes égal dans dignité, je peux après introduire un autre discours. Vous êtes digne, mais vous avez des droits différents des droits de votre besoin, de votre frère ou de votre... Parce que vous êtes femme, je suis homme. Parce que selon certains États, la conception de la vie introduit certaines responsabilités et devoirs de distribution asymétrique dépendant de la sexualité. C'est-à-dire, toutes les personnes sont dignes, il y a de la dignité, tout le monde doit être respecté, mais après, le rôle de la personne dans la société, ce n'est pas le même. Voilà, c'est l'article 6. Avec cet article 6, légitime la situation que nous trouvons dans les codes, dans tous les codes civils du monde arabe actuellement, il n'y a pas les mêmes droits, les mêmes égalités entre l'homme et la femme. Ce n'est pas une question de débat, c'est une question d'égalité. D'un point de vue de l'héritage, d'un point de vue... C'est une question juridique. Aussi dans Maroc, par exemple, que c'est un État qui a fait une réforme très intéressante. J'ai écrit sur la réforme du Modawana, très intéressante. Aussi dans Maroc, il y a des différences d'un point de vue de l'héritage, des droits de la femme, après la mort du mari ou après la mort du père, qui ont fait des différences avec les frères, avec les autres membres de la famille qui sont masculins. Non? Voilà. C'est à la légitimation de l'article 6 de la déclaration. Mais après, pour moi, la question la plus révolutionnaire, la plus préoccupante et la plus problématique, c'est la résolution manifeste de 2000, c'est la dernière, où l'Organisation de coopération islamique rappelle le droit des États à émettre, en cas de besoin, des réserves sur les traités, chartes et conventions internationaux dont ils sont partis. Quand ces chartes ou conventions ne sont pas conformes à l'islam, à la charia. C'est-à-dire, j'explique, je suis un État, je suis invité à signer, à ratifier un traité international sur les droits de la femme, sur de l'enfant, je ne sais pas, sur les droits politiques, libertés, etc. En droit international, il y a la possibilité d'introduire réserve, c'est-à-dire exception. J'ai admis tout, mais j'ai fait une petite exception. D'accord ? Mais il y a un traité international fondamental, c'est la Convention de Vienne sur les droits des traités, qui dit que jamais un État peut introduire des exceptions, des réserves, pour considérer plus important sa vision ou sa législation interne à la droit international. C'est-à-dire, je ne peux pas dire j'accepte ces traités, mais quand ces traités est conforme à l'islam. C'est la réserve qui a été introduite par tous les États islamiques. Tout. La situation, c'est une situation très difficile de comprendre du point de vue juridique parce que l'État a mis un compromis, mais après introduit une réserve. Il dit j'accepte ces droits, mais de façon interprétée pour moi. C'est-à-dire, je dis, les garçons, tout, dans la famille, l'homme et la femme, les mariés sont égaux. Je dis, d'accord, sont égaux, mais en dignité, pas en droit. J'accepte l'égalité, mais en dignité, pas en droit. Ou par exemple, le traité dit est interdit, éliminer la vie de la personne. Tout le monde a droit à la vie, d'accord? J'accepte la vie, le respect à la vie de la personne. Mais avec l'exception de si est conformé à la légalité de mon pays. Par exemple, si j'ai le salafisme hanawita, par exemple, wahhabita, par exemple, a une conception de la liberté religieuse absolument absurde.
accepte la diversité. Tu peux être juif, tu peux être chrétien, tu peux être musulman, mais n'accepte pas la possibilité de changer de religion, surtout de l'islam. Et aussi est puni avec la mort. Alors, il dit, oui, j'accepte la liberté religieuse, mais j'accepte la liberté religieuse, mais avec la condition d'une conception de la vie, en considérant que l'islam, c'est la seule religion, et jamais peut être laissé par les musulmans. Ah, vraiment, ce n'est pas une conception de liberté religieuse. Parce que la liberté religieuse introduit aussi la possibilité de refuser la religion. Parce que, par exemple, l'Arabie saoudite s'opposait dans la Déclaration universelle des droits de l'homme à la rédaction, a été le seul pays, il y a une autre, qui n'a voulu pas signer, ratifier la déclaration, parce que il y avait un problème avec la liberté religieuse. Parce que la déclaration admettait la possibilité de la liberté, la diversité, et aussi laisser la religion comme une liberté de l'individu, de la personne. Je suis libre pour accepter ou refuser une religion. Et l'Arabie saoudite décide que non, ce n'est pas possible. Alors, avec cette situation que je viens de décrire, vous pouvez comprendre que vraiment, il y a une protection des droits de l'homme et des libertés dans les États arabes de la Méditerranée. C'est vrai. Mais il y a certains droits et certaines libertés qui sont conditionnés par la conception de la religion, pas de la même façon. Dépendent beaucoup de la culture, de l'héritage culturel, dépendent du rôle de la charia dans la Constitution, dépendent de l'interprétation de l'école, dépendent aussi de la montée de l'islam ou de la position de l'islam dans la politique, etc. C'est-à-dire, voilà, nous trouvons une situation asymétrique de protection qui est conditionnée dans la pratique par la conception de l'islam, bien que, je voudrais souligner, le monde arabe, ce n'est pas le même que le monde musulman, ce sont deux réalités différentes. Mais c'est vrai qu'actuellement, dans le point de vue des droits, dans le point de vue de la société, l'islam a conditionné et conditionne beaucoup la réalité culturelle et l'activité politique des États arabes du sud de la Méditerranée. Voilà, je voudrais finir seulement pour faire cette réflexion des variables, les éléments qui ont fait des influences. Et je serai ouverte à accepter votre critique et aussi votre question si vous voulez poser quelques questions. Merci beaucoup pour votre attention. Merci.